Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. Par exemple, pour mes 30 ans, je sais que j'ai fait une dégustation où on a notamment ouvert un Caroni 92, un Caroni 74, des choses comme ça. Ben voilà, c'était avec plaisir. J'ai pas regardé ouvert que je mettais. On s'est fait plaisir et puis point. Mais C'est ouais, sûr. c'est pas tous les jours que tu fais ça, quoi. Non, je c'est pense que sûr. j'ai plus le défaut peut-être de la curiosité. Alors pas un défaut, mais plutôt la curiosité Achète des sangs. Oui, c'est vrai que ça. C'est pas con. Mais, Ah, mais tu sais que ça, on me l'a beaucoup dit, ça. On je m'a dit, pense est-ce que que. c'est plus ça en ce qui me concerne, c'est plus la curiosité finalement qui fait que j'ai envie de goûter. J'ai envie de goûter. Mais, Mon côté de la passion se situe plus dans ça, où j'ai envie de savoir quel goût ça a. Voilà. C'est même pas. Et souvent, ouais, je sais que j'ai des bouteilles que j'ai ouvertes juste pour goûter. Et il manque ça, quoi. J'ai pas et ça, tu vois, mais je voulais savoir quel goût ça avait. moi, ça me fait penser pareil, quelque chose qui m'offusquait et que maintenant je peux comprendre beaucoup mieux. C'était des gens qui me disaient, est-ce que tu peux me vendre un sample de ta bouteille qui est ouverte? Je dis, mais tu l'as pas, cette bouteille-là? Oui, mais je veux pas l'ouvrir. Ah. Voilà. Et en fait, au début, moi, ça me rendait fou, ce discours-là. Et les gens, je leur disais, bah non, en fait, t'en as une, tu l'ouvres, quoi. Et là, oui, mais c'est pour savoir si j'aime ou pas. Il disait, non, dis la vérité. C'est surtout que tu veux pas ouvrir la tienne parce que probablement que tu voudras la revendre un jour et que t'es quand même un amateur et que t'es quand même curieux et que t'aimerais quand même la goûter. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que ça m'est arrivé aussi de le faire. Alors, pas sur des bouteilles forcément rarissimes ou quoi que ce soit, parce que ce sont les bouteilles rarissimes. C'est quand même très rare de les voir ouvertes. Et puis bien souvent, je fais partie des gens qui les ouvrent, donc comme ça la question se pose pas. Mais c'est vrai que je peux davantage comprendre ce souhait-là, quoi, encore une fois, d'avoir envie de goûter, mais pas avoir envie d'ouvrir trop, parce qu'il y a aussi ça. Et ça, vraiment, pour le coup, là, je me suis calmé. C'est les ouvertures compulsives. C'est le côté, comme tu disais, Benoît. Ah, je veux goûter ça. Allez, on l'ouvre. Paf. Et au final, tu la bois une fois. Et en fait, tu bois une fois 300 bouteilles. Et du coup, tu as 300 bouteilles ouvertes, comme c'est mon cas. Et du coup, voilà. C'est intéressant ce que tu as dit avec la personne qui t'a dit c'est pour savoir si j'aime ou pas. C'est vrai qu'à un temps, on pouvait se dire t'es con, si tu l'as acheté, c'est que tu l'aimes. Mais on vit actuellement dans une période de rhum où si tu n'achètes pas quand tu la croises, avant de l'avoir goûté, tu l'auras pas. Non. Donc là, je peux encore plus le comprendre aujourd'hui. Ouais, les moi mecs, aussi. ils chassent comme des fous furieux pour avoir les bouteilles qui sortent parce que c'est ce que tu dois faire, sinon tu les rates. Et une fois qu'ils l'ont acheté, ils se disent je vais peut-être la goûter avant de la ouvrir parce que si j'aime pas, voilà. Donc là, je peux le comprendre. Mais ouais, c'est vrai qu'à l'époque, on avait la chance de pouvoir avoir plus facilement les bouteilles. Mais bon. Alors, époque révolue. Pour boire du New Grove, il y a moins de problèmes d'approvisionnement. Exact. Alors c'est très bon quand tu dans ma forme. C'est vrai. Pour ceux qui aujourd'hui souhaiteraient éventuellement se lancer dans la collection de rhum, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillerez encore? Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Ou est-ce que c'est trop tard? Et si oui, quoi acheter et à qui? Ça, c'est une question que j'ai eu envie de vous poser et de nous poser parce qu'en fait, j'ai reçu des messages privés ou des messages sur mon blog de gens qui me disaient est-ce que vous me conseilleriez d'investir dans le rhum? Mais vraiment comme si quelqu'un me disait est-ce que tu me conseilles d'acheter effectivement des actions d'Eurotunnel ou d'LVMH? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup? Écoute, je ne savais pas quoi répondre parce que à la fois je trouvais ça con, mais en final, c'était moi qui étais un peu con de pas comprendre que c'est une réalité. Oui, ça c'est malheureusement une valeur. Ça reste des produits de valeur dont la valeur se bonifie. Donc la question est légitime. Moi, je m'offusquais comme d'habitude, un peu chevalier blanc, à trouver ça con, etc. Mais au final, la question est légitime. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de la poser parce que moi, je suis complètement contre la spéculation.
Je ne réfléchis pas comme ça quand j'achète des bouteilles. Je réfléchis en termes de plaisir quand je les ouvre ou de collection parce que je suis un peu con et qu'il me faut tout en mode Pokémon, etc. Mais au final, puisque la question est légitime, elle mérite d'être posée. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'il est bien trop tard pour investir dans le rhum, même s'il est jamais trop tard. Oui, si on dit j'ai des capitaux illimités et que j'achète une collection de Caroni pour 500 000 euros, dans 10 ans, il est très probable que ce sera rentable et qu'il y aura une belle plus-value. Mais puisqu'il y a très peu de personnes qui ont des capitaux illimités, la question c'est est-ce que toi Benoît, toi Quentin ou moi Olivier, avec l'argent qu'on gagne tous les mois, si aujourd'hui on avait 0 bouteille de rhum et qu'on avait l'envie d'investir dans le but de spéculer et de revendre, pour moi, c'est trop tard. Là, c'est complètement trop tard. Nous, on en a fait notre spécialité. Donc, les collections, on rachète des bouteilles à des personnes. Ah, bah, c'est intéressant alors. On les revend. Alors, il faut bien garder en tête qu'on a un shop, donc on a des taxes, on a de la position, et donc forcément, les prix reflétés ne sont pas toujours les prix qui sont du marché. Des fois, on est beaucoup plus cher, mais on n'a pas trop de problèmes à les vendre. Donc, je pense que de l'argent, il y en aura toujours. Il y a toujours des gens qui seront prêts à investir des sommes dans des bouteilles. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que aujourd'hui, prendre tes 2-3 000 euros, aller les mettre à la banque, ça ne sert pas à grand-chose. Donc pourquoi pas le mettre dans une bouteille qui, au final, ne dévalorisera pas. Alors, je n'encourage pas les gens à le faire parce que, voilà, c'est vrai qu'on est avant tout passionné et qu'on n'aime pas ça. Ouais, je pense pas qu'il est trop tard. Si on a les moyens de le faire, il est pas trop tard. Alors, c'est pas si on regarde à ses finances, c'est peut-être pas l'idée de l'année de le faire. Il y a peut-être d'autres choses, mais en tout cas, de prendre son pied et de se donner le temps de découvrir le rhum, il n'est jamais trop tard. Voilà. Non, mais c'est aussi pour ça que je suis très heureux que tu sois avec nous, parce que comme je te le disais, tu as la double casquette. Tu es amateur collectionneur, mais tu es aussi professionnel. Je me souviens de Alexandre Bedet d'Excellence Rome qui se faisait bien souvent. Gros bisous, Alex. Il doit être à Stockholm, j'ai cru voir passer ça. Bon, bref. Le fait est que je me souviens de l'avoir vu être interpellé sur les réseaux sociaux, sur des tarifs, et où en fait, non seulement personne l'obligeait à justifier, mais où il avait exactement le même discours que toi, en disant « Attends, tu sais pas à quel prix je l'ai acheté ?» Et puis derrière, pour le remettre en vente, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte et qui font que le tarif, c'est celui-là. Et puis en plus, je vais pas la revendre juste pour faire plaisir à quelqu'un. C'est mon métier, c'est comme ça que je gagne ma vie aussi. Exactement. Donc forcément, il va falloir qu'il y ait une marge. Alors après, oui, la marge peut être plus ou moins grosse. Après, c'est une question privée et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais du coup, pour le coup, voilà, pour moi, c'est quelque chose que je trouve aussi tout à fait légitime. Et là aussi, je lui jette pas la pierre, je te jette pas la pierre. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une toute petite anecdote. L'adresse gourmande en banlieue 78, si je dis pas de conneries. Alors, je sais plus si c'est le cas maintenant. Bref, j'espère que ça ne lui attirera pas de problème que je dise ça, mais je pense pas qu'on ait une audience jusqu'à des hautes sphères quand même. Mais je me souviens que lui avait le caviste qui est hyper sympa. Je nommerai pas quand même, pour un peu de confidentialité. Lorsqu'on voyait certaines bouteilles non étiquetées, parce qu'effectivement, il y a pas mal de cavistes maintenant qui ont des bouteilles plus ou moins rares où le prix n'est pas affiché. Alors, il paraît que c'est illégal en France, mais il y en a quand même beaucoup de caves, effectivement, qui le font. Ou alors il y a écrit nous consulter pour connaître le prix, etc. Et en fait, le prix était un petit peu à la négociation, quoi. C'est-à-dire, pour toi, quel est le bon prix? Moi, je me souviens d'avoir acheté effectivement, ça devait être une Chantal Comte, si je dis pas de conneries, chez lui. Et il me disait, pour toi, quel serait le bon prix? Et donc moi, je lui disais un prix. Et en fait, il cherchait pas à négocier forcément à la hausse. Si le prix que je lui disais lui semblait pas déconnant, il disait, OK, c'est bon pour moi. Ce qui, j'imagine, n'est pas très carré, voire pas très légal comme façon de faire. Mais du coup, je trouvais qu'il y avait ce côté où tout le monde s'y retrouvait. C'est comme quand on achète au marché secondaire, le bon prix d'une bouteille, c'est le prix qui convient à l'acheteur et au vendeur. Il n'y a pas autre chose pour définir un bon prix que ça.
c'est que les deux parties s'y retrouvent et soient contentes et se serrent la main et se disent trop bien, je me suis fait un billet, et l'autre trop bien, j'ai récupéré la bouteille sur laquelle je lorgnais depuis X temps, quoi. Oui, puis le débat, il est éternel, hein. Qu'est-ce que c'est une bouteille trop chère? C'est ça. Parce que moi, je te donne l'exemple. À l'époque, Hubert avait embouteillé un magnifique Hamden 35 ans d'âge avec Gold Alliance. Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir en récupérer une au magasin au prix d'achat. Donc le mec est venu, me l'a revendu au prix d'achat. Bien évidemment, moi, je ne peux pas la revendre à ce prix-là. Bah non. Sinon, du coup, je la vends à perte. Donc, tu pars du principe que tu as déjà 21% de TVA dans notre 12 Belgique. À ça, tu rajoutes forcément la marge du caviste parce qu'il faut qu'on vive et là-dessus, tu es imposé. Donc, bah ouais, le prix fait x2 quasiment et c'est normal. Donc, moi, je préfère l'afficher sans complexe et qu'on me dise que je suis trop cher et puis voilà, mais au moins, je le cache pas. Et voilà, peut-être qu'un jour, quelqu'un passera à la porte, ça fera un moment qu'il cherche. Alors justement, ça aurait été ma question, c'est est-ce qu'elle a été vendue depuis? Non, non, elle n'a pas été vendue. Elle a été. J'ai eu des touches, quelques personnes me l'ont demandé, mais malheureusement, je ne fais pas d'échange magasin et des choses comme ça, donc voilà. Non, puis c'est pareil, tu vois. Après, je sais pas si tu as prévu de réévaluer son prix annuellement, mais si tu le fais pas, c'est comme ça que moi j'ai eu le plaisir, mais vraiment c'est une histoire vraie, de tomber sur une bouteille trop chère à J0, y repasser un an plus tard, le prix n'avait pas bougé et ça devenait une bonne affaire, et de l'avoir acheté à ce moment-là, en me disant bon bah j'ai pas perdu d'argent mais bon. Quand juste avant la remise du magasin, il avait mis un fût de Caroni sur le comptoir. Et il vendait un Caroni à, je pense de mémoire, c'était 550 €. Ouais. Les boucliers se sont levés, on l'a traité de tous les noms à l'époque. Non seulement l'expérience était pour moi géniale, parce que c'est pas tous les jours que tu embouteilles une bouteille directement dans un fût de Caroni. Mais aujourd'hui, il y a des embouteilleurs que je ne citerai pas qui te sortent un beau packaging coloré, qui proposent de vendre des bouteilles à 2000 €. Bah voilà, au final, c'est qui le voleur derrière? Tu vois ce que je veux dire? Quand un homme de 35 ans valait 595 et qu'aujourd'hui on te sort des 10 ans à presque 350 €, ben, je pense que les mecs, il faut qu'ils te posent la question. Il ne faut pas se dire la bouteille est belle, donc le prix est correct. Il faut se dire ce qu'il y a dedans, ça reste ce que c'est. C'est un Hamden 10 ans. Hamden, ça fume. Ben, voilà. C'est pas un Caroni. Les marchés évoluent, ouais, les prix fluctuent, donc c'est tout à fait normal. Ouais, ouais. Tout à fait. Je me souviens qu'en 2015, quand on a sorti l'embouteillage de la confrérie avec la Favorite, qui était oh putain, oui, qui est maintenant bien recherché. On parlait d'un 20 ans qui était vendu 200 € à l'époque. Les gens nous traitaient de fous. Ouais, ça a mis du temps à partir un peu, hein. Puis après c'est parti pour de vrai. Ça a mis un peu de temps à partir, alors qu'aujourd'hui, quand on croise des bouteilles, c'est à des prix débilissimes. Voire trois fois ça, quoi. Et là, par contre, ça choque personne. Donc voilà, je pense que le marché a évolué, les prix ont fluctué, et puis certaines choses ont pris de la valeur, tout simplement. Et puis même les mentalités ont évolué aussi. Ouais. Pour en revenir à la Hamden, par contre, elle sera ouverte au Salon du Rhum de Spa cette année, si jamais elle est toujours en magasin. Donc voilà. Très bien. Voilà. Ça tombe bien, je prévu d'y aller cette année. C'est une très bonne nouvelle pour le coup. Ça, c'est on l'avait ouverte ici à Berlin, on en avait une. On l'a ouverte il y a 2 ans, il me semble. C'était incroyable comme jeu. Elle a été vidée assez rapidement pour le coup. Hein. J'avais eu le plaisir de la boire aux portes ouvertes, aux dernières portes ouvertes à l'époque où c'était Corman Collins. Effectivement, les journées portes ouvertes, et il y en avait une pareil au stand de Collector. Et putain, quel délire Ah ouais. Je regrette de ne pas l'avoir acheté à l'époque où pareil, c'était ce que tu disais, 500 €, quelque chose comme ça. 595 € de mémoire. Voilà. Et bon, aujourd'hui, tu te dis, hey, c'était pas si cher. Après, c'est vrai, hein, il y a des gens qui ont un coup d'avance et qui luttent contre la spéculation aussi en se disant, je prends un peu d'avance sur ce que ça vaudra. Alors bon, oui, effectivement, les 2 Caroni Paradise à 3000 balles chacun, ils ont pris beaucoup d'avance, effectivement. Et puis là, on m'a envoyé un lien sur un Diamond 88 vendu sur, je sais plus quel site italien, Distilla ou quelque chose comme ça. On est à 300 000 €. Alors lui, il a pris beaucoup d'avance. Je sais pas si ça prendra d'ailleurs un jour vraiment ce chiffre-là. Mais bon, c'est assez marrant à voir comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je tenais un peu ce discours en disant que
c'est un peu trop tard. C'est-à-dire que même les gens qui se disent je vais investir dans Caroni Paradise, c'est un bon plan. Oui, c'est sûr que Caroni Paradise à 3000 balles la bouteille, dans 10 ans, ça en vaudra sûrement, je sais pas combien de fois plus, mais très sincèrement, t'as envie de dire, je sais pas, bon, même si c'est pas les mêmes sommes, mais investi dans de la pierre, investi dans, j'en sais rien, dans des trucs qui sont, je sais pas. Enfin bon, après, c'est mon avis. Mais par contre, effectivement, là, je rejoins Quentin. Si t'as envie de te faire plaisir, il n'est pas trop tard pour acheter du rhum, il n'est pas trop tard pour ouvrir des bouteilles, il n'est pas trop tard pour faire une folie et s'acheter une bouteille à 3000 balles. Il n'est jamais trop tard pour ça. Mais vraiment, le côté, est-ce qu'il faut investir là-dedans pour se faire une rente? Bah ouais, il y a 10 ans, même encore peut-être 5 ans, mais bon. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent en même temps. Ah oui, bien sûr. Mais puisqu'on me Je posait pense la qu'il faut, question, je pense qu'il faut aussi éduquer les gens. Faut pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent envers et contre tout, bouteille noire, bouteille noire. On cite le Paradise, je l'avais pas cité, mais voilà, à 3000 balles. ah non, on Euh, dit tout. je pense Sans pour langue de bois. un 16. Il y a un très bon embouteilleur qui s'appelle Bristol, Ouais. qui fait des Caroni 97 pour 350 balles. Et ils Mm. sont géniaux. Ouais. Donc pourquoi bouder les bouteilles? Parce que l'étiquette est moche et qu'au final, la bouteille est moins sexy que celle de Chevalier. Bah, à ce moment-là, on n'est plus vraiment dans le rhum. On achète vraiment des objets Des d'art. marques. Ouais, absolument. Il faut se C'est un détacher peu, du rhum et il faut se dire que c'est pas ça qu'on achète. Donc on c'est paye un le prix peu de l'art pour aussi. ça que c'est un peu pour ça que beaucoup de marques se sont mis à utiliser des bouteilles noires aussi. Autre que Veillé. Je veux dire, ce type de bouteille a été utilisé et réutilisé par un grand nombre d'embouteilleurs indépendants par la suite, euh, dans le rhum, mais pas que. Mais pas que. On en a retrouvé dans l'Armagnac, on en a retrouvé dans le whisky, enfin voilà. Euh, C'était parce que la fameuse bouteille noire était devenue gage de. Un peu iconique, ouais, c'est vrai. Faut lui rendre aussi. Stabilité. Ces étiquettes sont magnifiques, hein, les vieilles photos noir et blanc, c'est superbe. Les vieux Demerara, le côté, moi j'adore les bouteilles Vélier, je trouve ça vraiment magnifique. Mais ouais, qu'est-ce qui justifie au final le papier et le carton de passer de 400 balles à 3000 ça fait cher le carton, je sais pas où il le fait faire, mais Cher le carton. ouais. On va tout doucement clôturer cette émission parce qu'on a dépassé de pas mal là déjà et on n'arrivera pas à aller jusqu'au bout de tous les sujets que tu Non, veux. non, mais c'est pas grave. Là, on aura d'autres épisodes. On aura d'autres épisodes, effectivement. Mais pour conclure cette émission, le mot de la fin, Quentin et Olivier, si vous aviez peut-être un conseil quelconque à donner à nos spectateurs, auditeurs qui nous écoutent concernant leur collection ou des collectionneurs en herbe ou quoi que ce soit, concernant les arnaques ou quoi. Un dernier conseil pour clôturer cette émission, ce serait quoi? Faites-vous vos propres avis. N'écoutez pas ce qu'on dit, ne lisez pas ce qu'on dit. Chaque palais est différent, on est tous prêts à un autre moment. C'est pas parce que votre voisin sait boire à Caroni que vous saurez le boire. C'est pas parce qu'il trouve que c'est bon que vous trouverez ça bon. Donc achetez des bouteilles, laissez-vous conseiller par vos cavistes. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà. N'achetez pas pour acheter envers et contre tout. Il y a des très bonnes bouteilles qui sont pas chères. Il y a des très bonnes distilleries qui sont pas chères. Faut pas jurer que par Caroni et Vélier. Il y a d'autres choses sur le marché. Donc laissez-vous porter. Olivier? Moi, je rendrai hommage à un ami qui se reconnaîtra s'il nous écoute, qui m'a dit quelque chose aujourd'hui que je trouve terriblement juste et qui, puisqu'il est collectionneur comme moi et comme nous, Quentin, me parle beaucoup maintenant, puisque j'ai fait le deuil de 2 collections en l'espace d'un mois, et crois-moi que quand tu es collectionneur, ça te fait vraiment mal au cœur. Ça peut paraître vraiment débile, hein. Les gens se disent, ouais, mais si ça reste des biens matériels, pardon, je ne peux plus parler à ce temps-là. Pourquoi est-ce que ça te ferait mal au cœur? Ben oui, quand tu es collectionneur, ça te fait mal d'abandonner une collection. J'ai abandonné la collection Wild Parrot parce que le dernier qui est sorti avec la maison du whisky pour le Whisky Live me semblait trop cher. Et j'ai dit, là, ça y est, ça suffit. Tant pis, j'arrête, j'abandonne la collection, même si j'adore Stefano Cremaski, que c'est un copain et que je trouve ses embouteillages bien souvent cool et ses packaging magnifiques. Mais voilà, j'ai fait le deuil. Et l'autre, c'est les fameux Andenic Birds de chez Veillier. Là, c'est pareil. Je suis arrivé à un moment où je pensais pouvoir avoir les nouveaux par un biais qui fonctionnait bien. On m'a dit que non,
Et là, j'ai compris qu'en fait, ça y est, c'était terminé. Il fallait s'arrêter et que c'était plus possible, quoi, tout simplement. Et bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, désolé, je m'étale, que c'était pas un conseil, c'était plus une prise de conscience et que je partage totalement quand il me l'a dit. C'était le fait de dire que aujourd'hui, il faut pas vouloir tout acheter et que du rhum et des sorties, il y en a tout le temps et qu'il faut simplement se dire, bah, si j'ai raté cette nouvelle release, cette nouvelle sortie, ce nouvel embouteillage, c'est pas grave, j'aurai la prochaine. Voilà. Et ça, pour un collectionneur, je pense que c'est terrible de se l'avouer, c'est terrible de se le dire, et c'est terrible d'arriver au stade où tu te rends compte que non seulement il a raison, mais en plus, oui, c'est possible de ne pas tout acheter et de quand même continuer à collectionner, en fait. Et ça, je pense que c'est la maturité, mais la personne se reconnaîtra. Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup pour ces petits conseils. On va donc clôturer cette émission sur ces jolis mots, en espérant que ça vous ait plu, bien évidemment, chers auditeurs. Et n'hésitez pas surtout de laisser quelques commentaires, de suivre cet épisode si vous l'écoutez en replay sur toutes les plateformes à partir de ce dimanche, que ce soit sur YouTube pour la partie replay vidéo ou sinon sur toutes les autres plateformes de podcast audio, type Spotify, iTunes, etc. Et puis sinon, on se retrouve dans 2 semaines avec une particulière et avec un autre invité que on peut le citer, il y aura notre très cher Alexandre Bedet qui sera avec nous. Et voilà, on en parlait. On en parlait justement pour un sujet très cubain, mais on n'en dira pas plus, on en reparlera. Il ne devait pas être là la semaine dernière. Effectivement, il devait être là il y a 2 semaines et finalement il ne l'a pas été, mais bon, ça c'est voilà, c'est pour ça un dribbleur, un dribbleur hors pair. Voilà. En tout cas, merci beaucoup en vous souhaitant une agréable soirée et en vous disant à bientôt. Bye bye. À bientôt les amis. Bonne soirée tout le monde.